pour honorer le titre de cette intervention, je vais organiser mon propos de la façon suivante, autour de trois temps. Je commencerai donc dans un premier temps par m'intéresser aux figures plurielles, du diaconat en France, non pas en faisant une histoire exhaustive, mais en essayant de se dire d'une part, ces figures telles qu'elles semblent avoir été voulues par les évêques dès le début de la décennie 1970, et d'autre part telles qu'elles se sont de fait dessinées, alors à grands traits forcément ici, depuis les premières ordinations. Donc c'est de ma part un jugement subjectif sur ce qui me semble remarquable en la matière. Dans un deuxième temps, je me tournerai sur ce qu'on peut appeler des points d'attention qui sont finalement autant de questions, si l'on veut bien, et qui renvoient parfois à de vraies difficultés pour, cette fois-ci c'est une option aussi, pour les lire positivement comme des défis pour aujourd'hui et pour demain. Car c'était des difficultés qui semblaient insurmontables, eh bien on rentrerait chez nous et on ne ferait plus grand-chose. Et je terminerai plus brièvement, dans un troisième temps, par une ouverture sur une actualité toute particulière en lien avec le synode sur la synodalité en cours et notamment la dernière production qui a eu lieu à l'issue, au mois d'octobre, le rapport sur synode et mission, pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au diaconat. Donc là, on prendra un peu de champ par rapport aux réalités françaises, mais ça nous réinterrogera sur, encore une fois, à la fois nos figures et nos défis. Donc je commence sur le premier point, entre figures attendues et figures effectives. Donc figures attendues, c'était, quand on regarde les documents, ce qu'on peut lire et trouver dans la façon dont l'épiscopat français s'est saisi de cette possibilité du rétablissement pour voilà, essayer de promouvoir un diaconat permanent. Et puis, figure effective, c'est la façon dont ça s'est passé de fait. Hein, voilà. Donc je m'appuierai ici... bien sûr, principalement sur le rapport de 2021 sur le diaconat qu'on a déjà évoqué, donc le diaconat permanent en France, panorama et point d'attention, 55 ans après son rétablissement. Effectivement, on était en 2021, maintenant on pourrait dire 60 ans après. Donc c'est un rapport de la CEMOLEM, la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, donc de 2021. Et je reprendrai donc des éléments de relecture que j'ai déjà proposé pour partie lors de la journée d'études « Pourquoi les diacres ?» au service d'une église missionnaire qui s'est déroulée le 11 octobre dernier à Paris au centre Sèvres, qu'il ne faut plus appeler comme ça maintenant, mais les facultés de Loyola, il faut qu'on s'habitue. Voilà. Alors, donc, c'est à Paris. Hein. Les figures attendues, donc, du côté des convictions et souhaits qui furent exprimés, donc, depuis les années 70. Alors, je retiendrai ce qui m'a, moi, semblé marquant. Tout d'abord, donc, déjà au titre des orientations initiales de l'Église en France, d'abord une conviction forte qui est rappelée notamment dans une note qui s'appelle la note de la Commission épiscopale du clergé et des séminaires du 9 mars 70, une conviction forte donc des évêques qui dit leur préférence pour les diacres qui seront, c'est leur expression, en pleine vie. Voilà, des diacres en pleine vie, de par leur situation familiale et professionnelle, bien sûr, et pour, je cite encore, témoigner du service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes à l'exemple du Christ. Voilà, hein, ces paroles fortes, moi, me touchent. Donc la priorité, vous le savez sans doute, alors était mise clairement sur le service de l'Église pour le monde dans sa dimension missionnaire. Et j'ajouterai, selon des modalités bien particulières, qui étaient encore soulignées à l'issue de l'Assemblée plénière des évêques de novembre 2013 et avril 2014, qui ont été un prélude à un autre document qui a été proposé aux évêques, qui s'appelle « Petit guide pratique » à la disposition des évêques pour l'avenir du diaconat dans leur diocèse. Donc, ces modalités que je précise, eh bien, c'est qu'il doit s'agir de les penser dans la perspective, je cite encore, d'un ministère ordonné qui se déploie dans les conditions de vie communes à nos contemporains. Voilà, dans les conditions de vie communes à nos contemporains. On notera comment et combien une telle volonté initiale porte en germe et par définition, c'est ce que je voudrais d'abord souligner, une grande variété de figures, puisque à la fois, je dirais, dans l'espace et dans le temps, ça suppose d'accompagner toutes ces conditions de vie communes à nos contemporains.
Donc, grande variété de figures pour le diaconat dans le monde, selon les situations particulières des diacres au niveau de leur famille, de leur profession, de leurs engagements associatifs, sociaux, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, on se demandera aussi et d'emblée, et on y reviendra, dans quelle mesure tout cela a été vérifié par les constats concernant la physionomie du diaconat permanent en France. On peut aussi se demander, dès maintenant, si un consensus existe encore concernant cette priorité dans l'Église de France et au sein de l'épiscopat en particulier. Je poserai beaucoup de questions à lesquelles je ne répondrai pas. Je vous livre ces questions pour vos réflexions personnelles, vos échanges peut-être dans les semaines qui viendront, peut-être les mois. On peut par ailleurs aussi se demander au regard, alors là j'évoque un autre document, il y a un document donc, le document sur les orientations pastorales des évêques de France en 67, où ils évoquaient 3 pôles missionnaires. Alors, d'abord, dans l'ordre d'apparition, le pôle de la non-croyance, ceux qui sont loin, voilà, globalement ceux qui sont loin. Deuxième pôle, le pôle qu'ils appelaient de misère, bon, les plus pauvres, c'est, je dirais, le pôle auquel on est le plus habitué en termes de référence, les diacres comme figure de l'option préférentielle pour les plus pauvres, les plus démunis, les précaires. Donc, et enfin, un autre pôle qu'ils appelaient le pôle de développement, c'est-à-dire celui qui devait concerner les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain, les mutations. Voilà. Eh bien, on peut se demander ce que sont devenues les traductions concrètes, notamment du premier pôle, vous voyez, présence à l'incroyance, et du troisième pôle de l'accompagnement de, je dirais, toutes ces mutations, du développement et des mutations en cours. Car le deuxième pôle du service des plus pauvres, c'est très bien, soyons bien, on est d'accord, mais semble peut-être avoir un peu trop résumé depuis le sens de la mission pour beaucoup des diacres au service du monde, au nom de l'Église. D'où cette question, est-ce que les orientations des évêques de France qui suivirent en 1995-96, est-ce que ces orientations ne gagneraient pas à être remises en valeur quand elles soulignaient que les diacres devaient rappeler, je cite, avec simplicité et au quotidien, l'urgence de réapprendre à nous aimer les uns les autres. Voilà, dans tous ces lieux. Et on touche ici à une perspective de fraternité et d'amitié sociale, pour reprendre les termes de Fratelli Tutti, qui me semble importante. Une fraternité qui serait marquée bien sûr par le repère central de l'option préférentielle pour les pauvres, mais qui ne s'y réduit pas. Je vois là en tout cas la nécessité pour le diaconat et les diacres de se laisser interroger sur la perspective du service de la fraternité, qui je pense devrait être structurante pour penser ce ministère ordonné. Encore une question sur le pôle donc du développement, les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain. Ne gagnerait-on pas aussi à le revisiter en se demandant quels sont aujourd'hui, voilà, en 2024, les contextes contemporains qui, je cite ce qui était dit à l'époque, qui entraînent des choix inédits qui modifient la figure de ce ministère diaconal. Je vois personnellement à cet égard deux accents à ces contextes contemporains. Le premier, c'est le besoin vital d'une fraternité, tant notre société est fracturée. Par parenthèse, besoin de fraternité aussi à vivre dans notre Église, dans nos communautés, qui sont toujours en fragilité par rapport à une réelle communion à vivre, mais aussi, au-delà de cette fraternité, tout ce qui touche à la crise environnementale et à la perspective de l'écologie intégrale et des défis d'accompagnement pour l'écologie intégrale, tels que mis en avant, évidemment, dans Laudato Si. Ces mêmes orientations de 95-96 m'amènent à me questionner sur un autre aspect qui concerne cette fois-ci la façon d'appréhender le diacre dans sa relation au Christ. J'ai en effet trouvé dans ces orientations de 95-96 cette formule que je pense peu employée par ailleurs, du moins dans ce que j'ai pu rechercher, de diacre de Jésus-Christ.
Curieusement, on emploie assez peu cette expression, me semble-t-il. Or, la mise en proximité même du diacre et de Jésus-Christ dans le discours semble ainsi ne plus être trop envisagée. Alors, au moins, je suis désolé, ça va être un petit peu technique quelques secondes, pour certains au moins, excusez-moi, au moins canoniquement désormais. Car si les diacres dans le canon 1008, donc par le sacrement de l'ordre, partagent la vocation à servir le peuple de Dieu, ce qui est dit explicitement, ils ne sont plus dans ce canon mis en relation avec le Christ, contrairement aux évêques et aux prêtres. Je dis bien explicitement, puisqu'on dit que les évêques et les prêtres ont mission et faculté d'agir, mais ça vous le savez, sans doute la plupart, in persona Christi capiti, dans le fameux canon 1009, paragraphe 3. Donc cela renvoie à la question qui semble effectivement ne plus préoccuper trop, que travaillant en son temps quelqu'un comme Alfred Borras sur le diaconat, la question de penser d'une façon ou d'une autre quand même la configuration au Christ pour les diacres, sur laquelle je reviendrai. Sur un autre registre, je retiens avec ces orientations le refus des évêques de donner une synthèse doctrinale, préférant envisager que, je les cite, c'est ensemble que s'écrit peu à peu la théologie du diaconat. Donc, on peut se réjouir de cette perspective, et j'y souscris tout à fait, perspective que d'aucuns qualifieraient de théologie pratique, c'est-à-dire non pas une théologie qui descend à partir de présupposés dogmatiques ou autres, que sais-je, mais qui part de ce qui se vit pour essayer de penser cela dans la perspective théologique. Alors dire cela, que effectivement c'est ensemble que s'écrit peu à peu la théologie du diaconat, pose la question de savoir comment on va l'écrire. Et donc je pose quand même les questions en corollaire. Où et comment ce travail de théologie pratique est-il accompli? Qui y participe? Où est-ce que ce qui pourrait s'écrire est consigné? On peut se poser ces questions. Alors, en posant la question, j'ai quand même là des éléments de réponse. C'est vrai que dans l'Église de France, justement, à partir de ce rapport de 2021, avec des choses qui ont continué. Là, les évêques en ont parlé à Lourdes, à leur assemblée de printemps. Bien sûr que les choses se travaillent, mais mon point de vue, on peut discuter, qui est discutable, c'est que probablement on ne se donne peut-être pas assez les moyens de ce travail de théologie pratique. En fait, la belle formule en parlant du diaconat comme d'un don, encore en croissance, on entend souvent cela, et qui n'a pas fini de déployer sa richesse, qu'on trouve d'ailleurs dans le petit guide à la disposition des évêques de 2014. Donc cette belle formule du diaconat comme don, encore en croissance, qui n'a pas fini de déployer sa richesse, ne doit pas être comprise comme une excuse pour ne pas faire de retour d'expériences pastoraux et de réflexions théologiques, afin d'essayer d'apprécier tous ensemble, et à sa juste valeur, où nous en sommes, eh bien, du déploiement des promesses de ce ministère, pour reprendre le titre du livre de Luc Forestier paru en 2021 sur donc les promesses des ministères, donc de ses potentialités, mais aussi de certaines impasses, peut-être aussi apparues en chemin. Donc voilà ce que je voulais dire du côté, je dirais, de ce que j'ai appelé ces figures attendues, en essayant de les relire. Si on regarde du côté des figures effectives, donc du côté de ce qu'on peut constater, voilà, comment se sont développées ces figures du diaconat. Donc venons-en au constat. Alors ici, en plus du rapport du Comité national du diaconat déjà mentionné, et sur lequel je m'appuie encore, on peut utilement se tourner vers un document ultérieur qui est paru en 2022-23, qui s'appelle « Document de synthèse de la démarche 2022-23 ». Diaconat permanent, maintenant et demain. Je précise que ces documents sont accessibles sur Internet, en ligne, sans problème. Ils sont mis en ligne par le Comité national du diaconat. Donc ce document de synthèse a été proposé à l'attention des évêques et des responsables diocésains du diaconat permanent en octobre 2023. Donc on est dans une actualité toute récente. Alors, je pars de là, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Dans un discours qu'il tenait en 2017, le pape François, en parlant du service de Dieu et des frères, dont doivent être les gardiens, les diacres, puisqu'il employait ce terme notamment, celui-ci s'exclamait « Et combien de routes y a-t-il à parcourir dans ce sens pour être tous, effectivement, les gardiens du service ?» Alors il mettait la route au singulier, donc il
C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc de la route, du chemin, effectivement, il y en a à faire. Il en a été fait quand même depuis quelques décennies, un certain bout de chemin. Et donc, les évolutions qu'on peut constater ne sont pas que quantitatives, mais elles sont aussi, bien sûr, qualitatives. Et donc, en ce sens, elles disent bien un chemin, une route faite et qui reste à faire. Et donc, en allant au-delà des situations singulières, je pense que les constats rassemblés dans le rapport du Comité national du diaconat de 2021, et notamment l'état des lieux du document de synthèse de 2023, nous disent combien de routes, mais je mets moi-même au pluriel, combien de routes au pluriel ont déjà été suivies et continuent à être suivies. D'où une richesse, je pense qu'on sera d'accord tous avec ça, mais aussi une diversité de situations. Entre les diocèses, c'est assez évident, moi qui peut être admis à parler dans des contextes diocésains différents, mais aussi à l'intérieur même des diocèses. Donc, des figures diaconales qui sont par définition multiples et qui interrogent sur ce que peut être une réflexion pastorale et théologique qui serait sur le diaconat avec un grand L et un grand E permanent en France, comme une réalité vraiment monolithique et qui serait quelque peu unifiée. Donc voilà, c'est déjà quand même un point, c'est une réalité avec laquelle il faut faire et qui évidemment ne facilite pas forcément la tâche. Alors sur le constat, combien de routes y a-t-il à parcourir pour que l'Église soit toujours au service de Dieu et des frères? Il n'y a pas de doute. Sur la route qu'il y a à faire pour le diaconat et les diacres, les perspectives sont à l'évidence plus incertaines au vu des constats. Comme le note le document de synthèse du CND, le diaconat permanent, en France singulièrement, est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est l'expression qu'ils emploient qui me semble assez appropriée à la situation. Il précise ce document, et j'ai déjà souligné, que le diaconat permanent s'est développé de façon différenciée, voire contrastée, selon les diocèses, encore une fois, mais même à l'intérieur parfois des diocèses. Ce qui fait donc qu'il n'y a pas de modèle unique, mais des cultures diaconales, diocésaines notamment, qui s'enracinent dans la très grande diversité, richesse et pauvreté, dit le document, en étant lucide, des diocèses. Et donc le paradoxe est qu'à la fois on peut constater que le diaconat sous la forme du diaconat permanent est, je cite, un ministère encore en construction, c'est ce qu'indique ce document de synthèse, dans son état des lieux. Mais il apparaît d'ores et déjà fragile, et même fragilisé aujourd'hui, avec les évolutions que l'on a connues et les tendances actuelles. J'en donne quelques-unes. Ainsi, sur le seul plan du nombre de diacres en France, après une forte croissance, les courbes qui sont données dans les rapports sont significatives, après une forte croissance, celle-ci s'est tassée, comme on dit familièrement, pour constater qu'à partir de 2024, nous y sommes, le nombre de diacres de 75 ans et moins va commencer à diminuer. Comme le note le rapport du CND de 2021, l'analyse sur l'âge à l'ordination des diacres, qui ont été ordonnés les 10 dernières années, 2009-2018, montre un net vieillissement par rapport à la moyenne générale. C'est évidemment un point d'attention, comme le souligne le rapport, mais il doit conduire à deux types de questionnements. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela va entraîner? Alors les constats autour des missions des diacres permettent de remarquer que celles-ci se vivent de fait dans une dimension formelle, typiquement cadrée dans une lettre de mission, et dans une dimension plus informelle, qui peut être plus difficile à appréhender. Alors même si l'informel peut gêner, car il est difficile à appréhender, et du coup à gérer et à évaluer d'un point de vue pastoral, on peut s'en réjouir, c'est ma position. Comme le rappelait, je me mets derrière le pape, donc je suis à l'aise, comme le rappelait le pape dans un discours dont les paroles sont heureusement redonnées dans le rapport justement du CND, et selon lequel il faut que le diacre reste, je cite cette fois-ci le pape, que le diacre reste disponible à ce qui n'est pas programmé, en acceptant aussi que le service puisse être privé de tout profit, peut-être à mettre entre guillemets, au moins apparemment, mais pour en être plus évangéliquement fécond. Cela, ce sont les mots du pape François. Alors, voyez, en relisant ces mots, eh bien, je m'interrogeais sur la quête de reconnaissance qui peut être celle des diacres et sur sa légitimité. Je m'interrogeais aussi sur
la non-reconnaissance de fait que vivent certains frères diacres, pas forcément recherchés, mais parfois vécus sans être voulus. Je m'interrogeais de façon liée sur la dimension de service dans son rapport à l'abaissement aussi, avec en arrière-plan les paroles de Jésus lui-même. Je m'interrogeais enfin sur la relation que cela peut avoir avec la dialectique qu'on entend parfois de l'être et du faire. Dialectique qui peut être féconde dans une certaine mesure si on ne s'y enferme pas et si elle ne signifie pas choix mais tension là encore. L'état des lieux de la synthèse de 2023 souligne quant à lui bien sûr avec raison que les diacres sont présents dans de multiples secteurs de vie, dans leur couple, leur famille, leur vie professionnelle et leurs engagements dans la cité. Auprès des personnes pauvres, fragiles ou souffrantes d'abord, se faisant ainsi signe et réalité d'une Église servante des hommes et du monde, dans les hôpitaux notamment, les prisons, avec les personnes en précarité, avec les migrants. Puis sont évoqués dans ce rapport les paroisses, et en particulier dans ces paroisses le fait d'être là auprès des personnes qui sollicitent un baptême, un mariage et des funérailles. Mais les constats du rapport de 2021 autour des domaines de mission font apparaître, pour l'aspect formel des missions des diacres, une représentation marquée, au sens d'une surreprésentation, vous le savez sans doute, du champ de la pastorale liturgique et sacramentelle. Plus de la moitié des missions sont dans ce champ de la pastorale liturgique et sacramentelle, au regard du service de la charité et des engagements dans et pour la cité. Alors ceci, me semble-t-il, doit nous interroger sur le devenir des convictions qu'on a rappelées dans le contexte du rétablissement du diaconat permanent en France, avec bien sûr le risque, maintenant rappelé par beaucoup et assez évident, que de plus en plus de diacres assurent globalement une fonction vicariante en paroisse, risque objectivé par ce rapport. La diversité des lieux de mission des diacres au cœur du monde, et concrètement de notre pays, la France, est aussi clairement pointée au plan géographique, avec la question d'être bien présent là où les habitants sont présents, notamment dans toutes les grandes villes et métropoles, mais aussi dans la présence à ces lieux ruraux et qui peuvent être relativement diversifiés et désertifiés aussi, pardonnez-moi. On en parlait avec mes voisins de table à midi. Donc la question de savoir où sont et où devraient être investis les diacres, concrètement, dans leur mission, ressort bien sûr de tout cela, mais aussi dans le rapport de ce constat que de plus en plus de diacres sont investis dans des responsabilités diocésaines, ce qui est très bien pour montrer effectivement comment l'évêque travaille avec ses prêtres, mais aussi avec ses diacres, et le questionnement quand même sous-jacent de savoir à quoi servent les diacres dans cette perspective et ce qu'on peut en faire. Ceci n'étant pas sans rapport avec le constat selon lequel en France, à 60 ans de distance de la restauration du diaconat, comme le dit le rapport de 2021, les diacres font désormais partie du paysage ecclésial, tout en demeurant une réalité qui n'est pas encore culturellement pleinement intégrée. Et j'ajouterais une réalité pas encore ecclésialement pleinement intégrée. Alors le point théologique et pastoral sous-jacent est de savoir s'il faut se réjouir de cette tension. On aime bien cette catégorie de tension en théologie, vous l'aurez compris, ou de ce flottement. Là, c'est un peu moins bien de dire cela. La notion pouvant être plus difficile à aborder, alors avec une connotation positive. La seule chose que je veux affirmer ici est que le critère ultime pour traiter ce point ne doit pas être le confort personnel des diacres dans leur statut de reconnaissance, même si je sais bien qu'on prenne soin des diacres, ou d'identité à établir pour elles-mêmes, mais l'impact que cela peut avoir sur le dynamisme de la mission d'Église pour le monde et dans ce monde d'aujourd'hui. Et c'est avec ce critère ultime que doivent aussi être reçus, me semble-t-il, les éléments de constat touchant à l'exercice du ministère qu'aborde le rapport du Comité national du diaconat de 2021, que cela concerne les relations avec leur évêque, avec leur curé et les autres prêtres, avec les laïcs,
mais aussi évidemment leur épouse dans le mariage, état de vie de la plupart, avec leurs enfants et toute leur famille de façon conséquente. Dans leur situation professionnelle également, leur façon d'exercer des responsabilités et leur vie spirituelle elle-même. Les constats, vous voyez, au total que l'on trouve dans ce rapport, que vous pouvez encore une fois consulter facilement, conduisent au total à s'interroger sur ce que produit le diaconat et la vie concrète des diacres dans la vie de l'Église et sa raison d'être dans le monde de ce temps. En ce sens, les évolutions pointées dans le rapport doivent être évaluées du point de vue des enjeux de la mission pour toucher notre société de plus en plus déchristianisée et qui ne reçoit plus l'espérance dont le Christ nous a demandé de témoigner. C'est dans ce sens que la première des 4 interrogations majeures que le document de synthèse de 2023 à l'attention des évêques et des responsables diocésains du diaconat permanent, que cette première interrogation est la suivante, je vous la livre, et je pense que c'est la question clé pour les évêques, mais pas que. Au vu des évolutions du monde et de notre Église, quelle figure, au pluriel, quelle figure du diaconat serait à développer pour les missions que l'Église doit ou souhaite honorer dans les 15-20 ans qui viennent? Voilà, c'est la première grande question qui est posée. Et je ne sais pas si les évêques se sont saisis pour l'instant frontalement. Au vu des évolutions du monde de notre Église, quelle figure au pluriel du diaconat serait à développer pour les missions que l'Église doit ou souhaite honorer dans les 15-20 ans qui viennent? J'en viens à mon deuxième temps, donc sur les points d'attention, les difficultés. Il y en a certaines déjà explicitées dans mon propos. Des points d'attention, des difficultés qui posent question et qui ouvrent à des défis. Voilà, je voudrais mettre en avant cette idée de défi. Alors au titre des points d'attention, de difficultés qui posent question et ouvrent à des défis, donc, voici quelques exemples d'évolutions et de questions liées que je retiens, encore une fois, choix tout à fait subjectif, et qui touchent à tous les aspects qui ressortent du vécu concret du diaconat dans les diocèses en France et qui concernent l'interpellation, la recherche, le discernement, puis la formation et la formation permanente des diacres. Voici donc autant de questions qui sont des défis. On peut notamment déjà se demander, et j'y suis personnellement assez sensible, j'ai ici travaillé un temps avec Maurice Carré sur la formation pour la pastorale en quartier populaire, que penser de la difficulté croissante à être présent au milieu populaire pour les diacres? Vous allez me dire peut-être pas que pour les diacres, mais je pose la question pour les diacres. Voilà. Que penser aussi de l'émergence d'une présence, mais qui demeure modeste, à des réseaux liés à des familles spirituelles anciennes, mais aussi plus récentes, à la voix aussi de la présence des diacres au mouvement d'église, eux-mêmes en profonde mutation, peut-être difficulté aussi. Que penser de la présence ou non des diacres à la vie professionnelle et à laquelle? Avec aussi maintenant la nouvelle donne des diacres de plus en plus nombreux en situation de retraite, compte tenu de leur démographie. Quel niveau de mobilité envisager à tout point de vue dans la mission des diacres et au cours de leur vie, qui, comme la vie de tout le monde aujourd'hui, eh bien, peut prendre une forme de mobilité assez importante. J'ajouterais à ce que je dis là, je l'avais déjà dit en octobre, les 3 autres interrogations majeures du document de synthèse de 2023, qui sont sorties depuis, et que j'avais laissées de côté, j'en ai annoncé une, voilà les 3 autres, qui me semblent constituer autant de défis pour aujourd'hui et pour demain. Donc deuxième grande interrogation du dernier document de synthèse du CND. Concernant l'interpellation au diaconat, je cite le rapport, comment porter et développer la proposition du diaconat permanent dans l'ensemble des diocèses, en lien avec les autres ministères, avec une démarche d'interpellation organisée dans une église synodale. Voilà. Comment porter et développer la proposition du diaconat permanent dans l'ensemble des diocèses, en lien avec les autres ministères. Alors comprenez, en lien avec les autres ministères ordonnés, mais aussi il y a la question des ministères institués, avec une démarche d'interpellation organisée dans une église synodale. Troisième interrogation majeure, concernant le soin à prendre de la vie et du ministère des diacres. Ah, on parle du soin des diacres, c'est bien. Comment accompagner chaque diacre dans l'exercice de son ministère et plus collectivement, la fraternité diaconale,
en étant attentifs aux évolutions dans leur vie familiale et professionnelle. Ça, c'est ce qui est dans le CND. Mais par exemple, pour prendre l'exemple de mon diocèse, même si je ne suis pas là dans un témoignage, c'est vrai qu'il y a une réflexion en cours sur la question de l'accompagnement spirituel, par exemple, des diacres. Quatrième et dernière interrogation majeure de ce dernier document de synthèse du CND, concernant la formation des diacres. Comment adapter la formation des diacres en évitant l'entre-soi et la formation en silo? Vous avez déjà entendu parler de cette expression, vous qui êtes entre les LME, les prêtres, les diacres. Voilà, la formation en silo, c'est justement de dire on va former pour tel ou tel acteur, alors que la mission, on l'a fait ensemble. Donc c'est vrai qu'en contexte de synodalité, poser la question d'éviter la formation dans l'entre-soi et la formation en silo est importante pour penser à la formation des diacres. Comment développer des articulations avec notamment la formation des séminaristes? C'est vrai que des choses se cherchent dans certains diocèses, y compris chez nous, on a essayé quelques aspects. Formation des prêtres, des ministres institués, des laïcs en mission ecclésiale et des acteurs pastoraux. Voilà, donc, des petites questions, comme vous avez remarqué. C'est en tout cas les questions qui ont été considérées comme interrogations majeures dans ce dernier document. Donc autant de questions qui sont des chantiers pour un travail de réflexion pastorale et théologique qui doit continuer, je le pense vraiment, à accompagner les mutations dont le rapport du CND de 2021 s'était fait l'écho. Autant de questions aussi qui doivent être abordées en prenant en compte la situation actuelle de l'organisation du diaconat en France pour envisager ces possibles et nécessaires évolutions, à commencer par le Comité national du diaconat. À cet égard, je retiens l'interpellation du CND lui-même pour que soient énoncés à frais nouveaux ses missions et ses objectifs de travail pour prendre en compte les évolutions des missions des diacres en disposant d'une feuille de route qui semble encore, cette feuille de route, faire défaut à ce jour. Je voudrais terminer cette deuxième partie sur les défis en me permettant de redire l'essentiel des pistes mises en avant par le petit groupe de travail sur la théologie auquel j'ai participé, avec Martin Troupeau ici présent, pour le rapport du CND. Nous avions regroupé ces pistes sous l'horizon d'un diaconat qui soit vraiment envisagé dans son rapport à la diaconie, au service globalement de l'Église en mission. Parmi ces pistes donc, et suggestions, tenir que le diacre n'est pas un des responsables du service social de l'Église, mais d'abord un envoyé. Autorisé donc, celui qui est envoyé, il est autorisé, il a autorité pour cela, qui exerce un réel service spirituel en participant légitimement du ministère ordonné avec sa sacramentalité. Deuxième piste, veiller réellement à ce que les diacres soient garants de la plénitude de l'apostolat de l'Église en articulant la diaconie de la charité et le fait d'être des messagers de l'Évangile, ce qui passe par l'annonce de la parole et le service eucharistique. Faire dans ce sens que les diacres participent au décloisonnement souhaité déjà par Benoît XVI dans Deus Caritas Est, entre l'annonce de la parole et le service de la charité. Je relève ici que Luc Forestier, avec qui le groupe de travail sur la théologie avait échangé, conclut dans son livre, déjà mentionné, paru depuis, donc conclut dans le même sens que les diacres, je le cite, sont utiles, voire nécessaires à l'évêque, c'est ça qui est implicite, pour déployer toutes les dimensions de l'apostolicité de l'Église dont il est garant. Voilà. Les diacres sont utiles, voire nécessaires à l'évêque, pour déployer toutes les dimensions de l'apostolicité de l'Église dont il est garant. Tenir, autre piste, la configuration du diacre, et j'y reviens au Christ, dans la définition et la compréhension de sa mission, qui n'est pas sans rapport avec la kénose du Christ, manifestée pleinement dans le mystère pascal. Ce qui peut peut-être éclairer le programme quotidien du diacre, que résumait ainsi le pape François dans les paroles d'une homélie à des diacres que j'ai déjà un peu évoquées. Le diacre s'entraîne chaque matin à donner sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre comme une ressource de soi. Enfin, écrivions-nous dans ce rapport, comment ne pas relier le diaconat à l'idéal chrétien de fraternité, qui me tient aussi bien à cœur, vous l'avez compris. Une fraternité d'abord à fonder dans la réciprocité en donnant la priorité aux plus fragiles, qu'ils soient à l'intérieur de la communauté chrétienne, mais aussi bien sûr à l'extérieur, aux périphéries. Je termine
brièvement sur une troisième partie qui vaudra conclusion, pour vous dire comment j'ai vu une actualité ou pas, il y en a une petite quand même, toute particulière en lien avec le synode dans notre réflexion. Donc je me tournerai ici sur le rapport de synthèse de la session du synode qui s'est tenue du 4 au 29 octobre dernier, intitulé « Une église synodale en mission » que vous avez peut-être lu ou travaillé dans certains groupes, certains lieux. Alors autant le dire d'emblée, bon, je me lance, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, j'ai été un peu déçu par ce texte que j'ai trouvé assez peu prospectif au sujet de la mission même. Je m'attachais au titre « Une église synodale en mission ». Donc au sujet de la mission comme telle, mais aussi de ceux qui concernaient dans ce document les diacres dans cette perspective. Je précise que les quelques considérations qui vont suivre, que je vais donner, ne relèvent pas, je mets tout de suite, j'ouvre peut-être pas le parapluie, mais ne relèvent pas d'une revendication catégorielle de ma part. Je ne voudrais pas être mal compris. Et pour déminer le terrain, s'il en était besoin, j'indiquerai en préliminaire que je souscris tout à fait aux propos de François Audinet, qui avait théologien jésuite, qui avait animé la journée d'octobre, et dans une note aussi qu'il a présentée au Comité national du diaconat et au délégué diocésain du diaconat le 12 janvier 2024, tout récemment. Cette note est intitulée « Qu'est-ce que le diaconat apporte à l'Église ?» Donc François Audinet, dans cette note, écrit avec raison, me semble-t-il, je le cite, que toute tentative de définir le ministère des diacres à partir d'un spécifique ou d'un domaine est vouée à l'échec. Mais il ajoute quand même que la figure des diacres représente également un visage alternatif du ministère par rapport aux évêques et aux prêtres qui partagent largement un ethos commun. Avec cet arrière-plan et ces préliminaires, je constate que dans le rapport du synode, sur 24 occurrences du mot « diacre », ceux-ci sont évoqués en propre seulement à 2 occasions. Et encore dans la section 11, qui regroupe, si vous l'avez bien lu, sous le même titre, « Diacre et prêtre dans une église synodale ». C'est la page 24-25 du rapport. C'est peu, vous l'admettrez. Dans la première occurrence, d'ailleurs, le rapport ne fait que renvoyer à Lumen Gentium 29, c'est en page 24 du document, en rappelant que, je cite, « les diacres ordonnés pour le ministère servent le peuple de Dieu ». Voilà. Dans la diaconie de la parole, de la liturgie, mais surtout de la charité. Toute chose traditionnelle que l'on connaît bien. La seconde occurrence où les diacres apparaissent en propre se trouve dans un paragraphe, en page 25, juste après, relevant de propositions qui sont faites. Tout d'abord, dans les églises latines, est-il écrit, le diaconat permanent a été mis en œuvre diversement, donc constat de la diversité, selon les divers contextes ecclésiaux. Le rapport continue. Certaines églises locales ne l'ont pas du tout introduit, vous le savez. Dans d'autres églises, on craint que les diacres soient perçus comme une sorte de remède au manque de prêtres. Donc ce n'est pas un risque que l'on pressent en France, mais un petit peu partout, c'est bien remonté dans le synode. Parfois, continue le rapport, leur ministère s'exprime dans la liturgie plutôt que dans le service aux pauvres et aux nécessiteux de la communauté. Nous recommandons donc, ça c'est quand même positif, nous recommandons donc d'évaluer la mise en place du ministère diaconal après le Concile Vatican II. Donc je trouve assez intéressant que 60 ans après, et c'est bien d'ailleurs, mais on dit cela, ça veut dire qu'un peu tout reste à faire si on recommande d'évaluer. Le propos est complété dans le paragraphe ou la proposition suivante, toujours page 25, vous pourrez vous y référer. D'un point de vue théologique, il apparaît nécessaire de comprendre le diaconat pour lui-même, je souligne le pour lui-même, et non pas uniquement comme une étape dans l'accès au presbytérat. L'usage même, continue le document, de qualifier la forme première du diaconat de permanente en la distinguant de la forme transitoire traduit un changement de perspective qui n'a pas été encore correctement compris. Bon, je sais qu'on peut discuter de la compréhension de ce qu'ils ont voulu dire là. Mon évêque Mathieu Rouget, dans un article qu'il a fait, puisqu'il était au synode, a dit qu'ils n'avaient pas compris grand-chose, mais bon, en tout cas, il y a cette formule que l'on trouve. Je continue, enfin, dans le paragraphe qui suit juste après. Alors là, on aborde un point dont vous avez entendu parler, qui est débattu.
Les incertitudes entourant la théologie du ministère diaconal sont dues également au fait que dans l'Église latine, il n'a été restauré en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie que depuis le Concile Vatican II. Une réflexion plus approfondie éclairera également la question de l'accès des femmes au diaconat. Donc il y a cet appel que vous avez dû aussi entendre. Voilà donc voilà tout ce que l'on trouve, et je dirais tout ce que l'on trouve avec un peu un regret de peu. Donc sans pouvoir plus entrer dans les détails, et au vu de ce rapport au moins, qui est un rapport intermédiaire, vous allez me dire, par rapport au synode, il ne faut pas attendre, ce sera premier élément de conclusion, il ne faudra pas attendre du synode le travail de réflexion que nous avons de toute façon à faire en France. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien attendre du synode, mais de toute façon le synode doit renvoyer à la façon dont on va se saisir de tout ça. C'est pour ça que je terminerai vraiment par cette interpellation du CND aux évêques de France dans la note de synthèse de 2023. Je cite donc tout simplement le rapport. Pour le Comité national du diaconat, et sans que cela soit un plaidoyer pro domo, il y a là un appel pressant aux évêques pour reprendre ensemble une réflexion sur le diaconat permanent, car il revient à l'Église de continuer à le découvrir et à ses responsables d'accompagner cette croissance avec prudence. En effet, les évolutions de l'Église, de la société et du ministère lui-même sont telles qu'elles appellent un travail de réflexion permanente. Ces deux dernières phrases que j'ai citées étaient reprises justement du petit guide pratique à la disposition des évêques pour l'avenir du diaconat permanent qui a été produit donc en 2014. Mais je fais remarquer, c'est qu'il y a déjà 10 ans. Donc, compte tenu de la démographie des diacres, je terminerai sur un petit sourire, il faudrait effectivement se dire qu'il y a peut-être un petit peu urgence à ne pas différer de décennie en décennie ces appels pour qu'effectivement on puisse miser sur le diaconat pour une église missionnaire dans laquelle effectivement les diacres avec les ministres ordonnés, les ministres institués, tous les laïcs en responsabilité, eh bien, s'engagent pour la mission. Voilà, je vous remercie de votre attention.